Bienvenue sur un Innovation Talk que je me réjouis d'animer car il est sur un sujet qui me passionne, qui est la digitalisation des petits commerçants en Afrique. Et en plus, avec des intervenants que je connais déjà, qui avaient déjà fait un tabac la dernière fois. Donc, ça va vraiment être super. Merci à eux d'être là, l'équipe UX ou UX. J'aime bien les deux prononciations. Euh, alors, avant de introduire votre session plus précisément, je fais un tout petit point d'agenda qui, depuis mercredi dernier, n'a pas du tout changé. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, digitalisation des petits commerçants au Sénégal, une étude terrain présentée par Youx et Orange Innovation. La semaine prochaine, on aura un sujet autour de la data, comment augmenter ses revenus en data en tirant parti du partenariat avec Facebook. On aura un autre sujet sur la data le 15 mars. Cette fois-ci, c'est une start-up basée au Ghana qui expliquera les challenges auxquels elle est confrontée pour travailler sur l'intelligence artificielle et la data en Afrique. Et puis, en fin de mois, un use case présenté par l'équipe qui travaille sur l'offre Orange Travel, permettant aux voyageurs en Afrique d'avoir des coûts de roaming ou de supprimer leurs coûts de roaming en ayant accès à une offre de communication locale dans le pays dans lequel ils atterrissent. 5 avril, nouveau sujet autour de la digitalisation des petits commerçants, mais cette fois-ci avec le BCG qui viendra nous parler d'une étude qu'ils ont faite entre le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Et le 12, une offre, on aura le plaisir de revoir Jérôme à ce moment-là, puisque c'est une offre B2B, je crois en partie, hein, sur Cyberfiltre, une offre de sécurité développée par Orange Innovation. Le 19 et le 26 avril, nous avons des slots de libre. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez promouvoir, n'hésitez pas à m'en parler pour aller chercher des speakers. Ou si vous voulez vous-même prendre la parole, n'hésitez pas non plus. Parler d'une expérience dans votre pays, dans votre région, qui peut concerner la communauté Innovation Afrique. Vous êtes les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet autour des petits commerçants sur la base d'une étude qui a été faite à Dakar en 2021. Alors, vous allez me dire 2021, mais mon vieux Nicolas, tout a changé depuis. Eh bien, quand j'ai lu l'étude, je me suis dit non, il y a plein de choses qui sont vraiment intangibles. On dit en innovation souvent, ne tombe pas amoureux de ton produit ou de ton idée, mais tombe amoureux de la douleur de ton client, du problème que tu dois résoudre pour lui. Et je pense que les problèmes que font remonter cette étude pour les petits commerçants sont très intéressants. Et en plus, deuxième élément, il y en a plusieurs qui m'ont surpris. Donc, je me suis dit, tiens, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et donc, j'ai eu très envie de partager ces résultats. Alors, cette étude, avant de passer la parole à Julia et Aïssatou, c'est comme ça, c'est Mohamed qui remplace Aïssatou, en fait, hein, c'est ça. Donc, à Julia et Mohamed, je passe la parole à Céline d'Orange Innovation, qui a été aussi à l'initiative de cette étude sur comment le digital pourrait changer la vie des petits commerçants. Une étude menée à la base à Dakar. Céline, à toi. Oui, alors je vais juste dire une phrase ou deux parce que je pense que Julia va très bien conduire l'étude. En effet, c'était en 2021 que dans le cadre du projet de recherche Future Mobile Payment, en MEA, on s'était dit que ce serait bien de creuser un petit peu encore davantage notre connaissance des usages et comme tu disais, des douleurs, hein, parce que c'est souvent de là qu'on peut réussir à tirer des innovations, pour vraiment connaître le parcours, on va dire, au niveau de l'éducation financière, on va dire, de la façon dont ils utilisaient leur argent, comment est-ce que l'argent transitait, on va dire, dans les petits, chez les petits marchands, en particulier les boutiquiers de Dakar. Voilà, et donc c'est à partir de là qu'on a vraiment pris connaissance avec Youx. Donc là, il y a d'abord eu une étude sur vraiment les usages, donc des interviews, une étude qualitative, une étude poussée pour vraiment connaître les usages, les besoins, les leviers, ce qui était utilisé, ce qui n'était pas utilisé, ce qu'ils aimaient pas, etc. Ensuite, il y a une phase de co-conception
avec les personnes avec qui qu'ils avaient interviewées. Donc là, c'était vraiment important qu'on ait des personnes sur le terrain, dont l'équipe de Youps, pour vraiment faire cette étude de co-conception. En effet, c'était, voilà, on avait travaillé bien sûr avec les équipes de Orange Recherche et voilà, et on a soumis ces idées-là, lors de focus group pour voir ce qui était, le plus attendu. Voilà, donc ce qui nous a permis d'orienter plus ou moins nos recherches après et d'arrêter certaines choses aussi, sur lesquelles on pensait pouvoir, agir. Voilà. Donc bah, écoutez, je laisse la main à Julia et Mohamed et puis un petit coucou à Aïssatou aussi qui avait beaucoup contribué à l'étude aussi. Voilà, je n'en dis pas plus. Ah, j'ajoute moi juste un petit point, c'est qu'avec Céline, on a mené une étude sur les startups qui ont accompagné la digitalisation des petits commerçants depuis 2 ans maintenant, avec deux offres. Une offre place de marché qui permet aux petits commerçants de commander en ligne auprès de leurs fournisseurs. Et puis une autre offre qui permet aux petits commerçants de gérer leur caisse, gérer leur crédit, leurs factures, etc. Cette étude, elle est disponible sur le Plaza. On l'a même présentée à l'équipe Orange Money avec Céline et on a enregistré. Donc ça aussi, c'est sur le Plaza. Si vous ne retrouvez pas le lien, n'hésitez pas à m'en parler. Et voilà, je ne consomme pas plus de temps pour laisser à Julia et Mohamed le plus de temps possible pour parcourir l'étude et répondre à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser dans le chat. Et bienvenue à vous. Et tu es Merci en mute, Julia. Nicolas. Voilà, Non, c'est c'est bon. Ouais. parfait. Merci Nicolas, merci Céline. Du coup, je vais commencer et on peut passer tout de suite à la slide d'après. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter le projet. C'est Mohamedou qui va plus vous expliquer un petit peu tout le projet, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'entretiens et beaucoup d'entretiens étaient en Wolof. Donc, moi, j'étais plus manager de projet que sur le terrain sur ce projet-là. Donc, voilà. Et la problématique qu'on s'était posée, en fait, avec l'équipe d'Orange, c'était comment les marchands gèrent leur commerce, gèrent leurs paiements, leurs relations clients. On a vu aussi tout ce qui était autour des stocks, des employés, des paiements, des prêts, aussi avec les clients et comment innover en concevant de nouveaux services à valeur ajoutée digitaux pour les marchands au Sénégal. Donc c'était aussi d'agrandir l'offre Orange autour, de Orange Money et tous les services qui existent déjà et de voir en fait, ce qui pouvait, leur servir ou non. Et aussi de comprendre, comme disait Céline, tous les leviers, autour de cette problématique-là. Donc la méthodologie, en fait, on a fait, toute une étude qualitative avec des entretiens individuels, sur la région de Dakar. On n'a pas été voir, en périurbain, on est resté vraiment en urbain. On a analysé, pardon et défini, tout ce qui était les grands enseignements en définissant des territoires d'opportunité, voir en fait là où on pouvait, créer en fait de nouveaux services innovants et on a fait des ateliers d'innovation, enfin d'idéation pardon avec Orange en interne, pour vraiment en fait pouvoir proposer des solutions directement, aux utilisateurs durant une co-création et voir en fait ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas, voir un petit peu tous les ingrédients en fait de chaque, projet qui pouvait leur plaire. Donc après, on a été faire du coup de la co-création avec eux et après on a priorisé et conceptualisé, tous les sujets qu'on avait. Donc voilà, donc on a fait un focus, enfin on a fait 16 entretiens, donc c'était vraiment, boutiquiers et grossistes et commerçants. Donc en fait, on a vraiment vu, leur parcours, général, le parcours professionnel, la gestion de son travail et sa vie financière pardon, qu'elle soit pro perso. Généralement en plus les 2 sont mélangés. On a fait un focus aussi sur la gestion de son commerce, donc fournisseurs, employés, stock, la gestion financière aussi avec ses fournisseurs, ses employés et ses clients et aussi, sa famille parce que généralement, du coup, c'est des commerces, familiaux et on a fait un focus sur la relation client, sur, les types de clients, les relations avec les clients, la confiance, la fidélisation aussi, les paiements avec les clients et les différents canaux utilisés pour fidéliser et communiquer, pardon. Donc là, c'était plus le côté vraiment com marketing de leur boutique et de leur commerce. Et je vais laisser Mohamedou prendre la parole et continuer du coup sur les profils observés et dérouler la méthode. Merci beaucoup, Julia.
Donc, après avoir fait le protocole, nous avons eu à voir des commerçants et des boutiquiers sur le terrain. On peut passer maintenant aux observations qu'on a eues. Je passe ça aussi. Voilà. Là, on avait un peu les critères des participants. Donc, ils utilisaient des... Donc, c'était usage digital varié. Donc, il y avait des gens qui utilisent le smartphone, d'autres le mobile money, ils l'utilisent pour la messagerie, les réseaux sociaux, et que ce soit pro ou perso aussi. On avait 50% hommes-femmes, donc on avait un équilibre de genre, et on avait plutôt des gens lettrés à 70% et illettrés 30%. Ils utilisaient les réseaux sociaux pour communiquer et généralement, ils avaient un commerce informel mais structuré. Euh, on avait aussi des commerces à différents stades. Donc, voilà, des commerces qui se sont déjà lancés, des commerces qui sont déjà en place, voilà, et des commerces qui voulaient s'agrandir. Et aussi, il fallait qu'il y ait une existence d'outils de gestion dans le commerce. Donc, il y avait qui utilisaient des outils de gestion, mais 20% ou 30% n'utilisaient pas d'outils de gestion. Et en termes de taille, il y avait 8 boutiquiers et 7 autres commerces comprenant des supérettes. Voilà. Et après les entretiens, on a fait des écosystèmes qu'on avait fait. Quelqu'un qui est gérante de supérette. Donc, ceux à qui elle ne fait pas de cadeaux sont ceux qu'elle connaît et qui, quand elles ont de l'argent, vont voir ailleurs. Et quand les temps sont durs, viennent pour avoir un rabais. Donc, voilà. Tous ceux qui sont clients, qui viennent la voir tous les jours, elle n'a pas de problème à leur faire des cadeaux. Donc, elle reçoit plus de cash, mais de plus en plus de clients vont payer par Orange Money ou par Wave depuis quelques mois. Elle utilise le USSD pour tout ce qui est Orange Money. Mais depuis qu'elle a installé l'application de Wave, maintenant, elle veut télécharger celui d'Orange pour voir si c'est plus simple que le USSD. Donc, quand il s'agit d'Orange Money, elle est déjà habituée au USSD sans problème. Mais vu que Wave, l'application est très simple aussi, donc ils sont tentés d'utiliser peut-être l'application de Orange. Voilà, Voilà. comme c'était en 2021 et qu'on est en 2023, on est sûr que maintenant elle utilise l'application Orange Money. Oui, ça aussi, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que même Wave était nouveau, donc c'était quelque chose qui prenait de l'ampleur. Mais Mais c'est vrai que maintenant, les gens sont beaucoup l'époque a plus... changé du coup, hein. Parce qu'il y a 2 ans, en fait, exactement. l'application Orange Money Sénégal ne marchait pas. Donc là, c'est seulement depuis quelques mois qu'elle a été, mise à jour, qu'elle est très, très belle, et que tout va bien. Effectivement. Alors, les Donc, on va enseignements, j'ai... passer maintenant, oui, aux enseignements. Merci, Nicolas. Voilà, donc ça c'est un peu la structuration. On avait la gestion du business, donc on a parlé des paiements, la relation client, la fidélisation. Donc on peut passer à la gestion du business. OK. Tu le vois? C'est bon, je vois. Donc ici, on a par exemple des verbatims, une gérante de supérette qui nous dit, je note que sur Excel, mon co-gérant, lui, note sur le cahier. C'est trop compliqué d'utiliser autre chose et ça prend du temps. Donc elle préfère utiliser donc Excel. On a aussi un boutiquier qui nous disait, je ne sais pas ce que je gagne par mois. L'argent rentre et j'utilise pour des besoins urgents. Je ne calcule pas. Donc, on a 2 cas. Donc, le boutiquier du quartier qui est très informel dans sa gestion et de notre côté, la gérante de supérette qui est un peu plus structurée. Les commerces sont souvent gérés et organisés en famille. Donc,
plus c'est informel et plus on a ce type de gestion en famille. Donc, toutes les boutiques de quartier, notamment, sont gérées en famille. Et par exemple, sur d'autres types de commerces, il y a toujours un oncle ou une tante qui est propriétaire et on a les enfants ou les cousins qui travaillent dans la boutique. Donc, c'est un peu, voilà, familial. Et certains n'ont même pas de carnet, donc ils ne vont pas calculer leurs revenus ou bien les entrées et sorties d'argent par jour. Et ça, on l'a vu surtout pour les plus jeunes. Donc, il n'y a pas vraiment aussi de distinction entre argent du business et argent personnel. Ils n'épargnent pas d'argent eux-mêmes, mais font partie quand même de tontines avec d'autres marchands où ils vont cotiser tous les jours une somme définie. Donc, en ce qui concerne l'épargne, les tontines sont quelque chose qui sont privilégiés. Donc, en général, c'est des gens qui sont dans le même secteur qui vont tontine. Bon, ils se connaissent un peu parce qu'ils sont dans le même secteur, donc ils vont s'organiser et créer une tontine qui va leur servir un peu d'épargne. La plupart d'entre eux notent sur les carnets leur comptabilité. Les outils digitaux restent un peu utilisés. Peut-être le seul qui est mentionné, c'est Excel. Donc, ils vont tous avoir une comptabilité, quelle que soit un peu. Parfois, c'est juste des feuilles volantes, genre juste des factures ou un carnet où ils vont écrire souvent voilà, certaines transactions. Ta voix, elle a un peu coupé. Peut-être je peux te suggérer de couper ta vidéo pour que ça améliore le flux vocal. Est-ce que là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux. D'accord, super. Donc, je disais qu'ils ont tous une comptabilité. Parfois, c'est juste des feuilles volantes, genre des factures ici. Parfois, c'est un carnet sur lequel ils notent les transactions. Et certains disent utiliser Excel. Donc, à part ces trois-là, peut-être un seul nous a parlé d'un logiciel qui a été recommandé par un ami, mais qu'il a abandonné au bout d'une semaine parce qu'il pensait que c'était trop compliqué. Donc, la plupart du temps, c'est une gestion qui n'est pas très stricte. On peut passer maintenant à la slide suivante. Ok, je vois qu'ils n'ont pas d'outils pour émettre des factures. Ok, la relation client. C'est ça. Donc, c'est ça. De manière générale, c'est assez quand même informel. Peut-être juste il y a les gérants de supérettes qui vont essayer d'utiliser peut-être Excel pour noter les transactions journalières. Mais même eux, ils ont du mal à tenir ça au jour, genre tout le temps écrire toutes les transactions. C'est une tâche un peu fastidieuse pour eux. Pour les autres, c'est juste des carnets, des petits carnets où on note de temps en temps. Et tu parles d'Excel, personne ne t'a parlé enfin peut-être depuis 2021, de Airtable, qui est un outil aussi qui permet ce genre de gestion simplifiée, enfin, avec une interface simplifiée, quoi. Non, ouais, c'est vrai. Il n'y en avait vraiment que un qui parlait de Excel, hein, et les autres, ils faisaient vraiment comme ça, quoi. Ok. Vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, pour la relation client, on a un boutique qui les clients laissent leur argent de dépenses à la boutique et consomment en produits. Quand ils sont à court d'argent, je leur fais crédit jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est un cas qui vient souvent. Donc, des clients qui vont laisser de l'argent pour venir à la boutique et prendre des produits. Donc, ils ont assez confiance au boutiquier pour laisser là-bas leur argent. Et un autre boutiquier nous dit que certains clients ne remboursent jamais. Quand je suis à bout, après plusieurs mois de négociations, je les menace de publier un statut de dette. Ils s'empressent c'est à ce moment-là qu'ils vont s'empresser de payer. Donc, ça aussi, c'est
pourquoi beaucoup craignent un peu les prêts aux clients, parce qu'ils vont... Ah, on t'a perdu là. Vous m'entendez là? Ouais, c'est revenu. Ah, désolé, c'est la connexion. Je disais que certains sont un peu craintifs par rapport aux prêts, aux demandes de crédit des clients. À des Là, c'est la connexion fait que ta voix elle est complètement hachée. oui. Il change de connexion, il arrive. Ok. Vous êtes au même endroit tous les deux? Bah oui, on est sur la même connexion. Donc, c'est bizarre. Ok. Le temps qu'ils reviennent, j'en profite pour dire qu'une start-up du Sénégal avec qui on discutait ce matin, Proxalis, euh, propose aux différents membres de la famille de consommateurs, donc le papa, la maman, les enfants, d'avoir une petite carte QR code et quand ils passent à la boutique, ils payent avec cette carte QR code, enfin ils payent, ils seront authentifiés avec la carte QR code et ça s'ajoute sur le compte de crédit de la famille auprès de la boutique. C'est Proxalis qui fait ça. Je vois ça parce qu'il y a marqué l'historique client passe de père en fils et d'aîné à cadet, etc., les carnets de crédit. C'est tout à fait pour adresser ce point-là. Ah, c'était une idée qu'on avait testée aussi. Là, vous étiez deux à parler, je crois, ou ça résonnait, je crois. Oui, je vais reprendre. Désolé, oui, mon On t'entend bien. micro était ouvert. Là, c'est bon, super. Ok. Donc, je disais, voilà, j'ai parlé un peu de la crainte pour tout ce qui est prêt. La boutique fait un peu office de banque pour certaines familles. Donc, quand c'est la boutique du quartier, le boutiquier peut souvent servir de banquier pour certains. C'est à lui qu'on va confier son argent. Donc, parfois, on va lui donner de l'argent pour les mois à venir, voire les années. Par exemple, on a un projet d'activité qu'on veut lancer. Et la plupart du temps aussi, c'est lui qui va prêter de l'argent pour faire face aux imprévus et aux coups durs. Donc, c'est une relation de confiance entre les deux. Donc, le client peut laisser confier son argent au boutiquier. Parfois, le client peut être en face d'un imprévu aussi, demander un prêt au boutiquier. Le boutiquier fait toutes ces transactions sans intérêt, mais gagne la quasi-exclusivité d'approvisionner ses familles dans ce cas-là. Donc, s'il y a cette relation de proximité entre le boutiquier et le client, voilà, avec le crédit et l'épargne. Donc, le boutiquier va, par exemple, offrir du crédit sans frais. Par exemple, lui faire un prêt sans frais. Mais ça, c'est quand vraiment ils sont familiers l'un l'autre. Et quand ils arrivent généralement à ce niveau de confiance, c'est le client va faire toutes ses transactions avec ce boutiquier en question. En général, c'est un peu voilà ce qui arrive. L'historique client passe aussi souvent de père en fils et d'aîné à cadet. Donc, quand il s'agit du boutiquier, par exemple, qui a passé, disons, 20 ans dans sa boutique, il a tout un carnet où il a noté tous les crédits, voilà, qui n'ont pas été soldés. Quand le boutiquier quitte cette boutique et le laisse à son fils, par exemple, le fils va hériter un peu de tous ces... Voilà, c'est à lui de maintenant gérer tous ces, disons, crédits qui n'ont pas été soldés encore. De même, ils vont prendre le temps d'indiquer les clients qui sont fiables, à qui le nouveau propriétaire peut accorder du crédit sans souci. Donc, il va lui donner des indications aussi sur qui est-ce qu'il peut faire confiance. Et voilà. Pour se faire rembourser, des boutiquiers n'hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux. Donc, comme je l'avais dit sur le Verbatim,
Ils prennent parfois en photo le cahier de dette et envoient par WhatsApp ou message au client la somme due. Donc, pour ceux qui ne veulent toujours pas payer, il va jusqu'à leur menacer de le publier en statut pour que tout le monde sache et souvent, ça marche. Voilà, on peut Comme pas... quoi, il n'y a pas, y a pas qu'en Chine où on utilise la réputation sociale pour cerner les mauvais payeurs. En Chine, quand tu appelles quelqu'un qui n'est pas à jour, tu as un message qui indique que c'est un mauvais payeur avant de lui parler, en fait. Soit il y a une sonnerie particulière, soit carrément via un message. Bonjour, vous cherchez à joindre François Lefebvre qui est criblé de dettes. Oui, c'est exactement pareil ici aussi. Ils utilisent un peu cette pression sociale pour se faire payer. Alors, il faut qu'on accélère un peu, parce qu'il est déjà 15h28. Je sais qu'il y a plein d'enseignements sur les tests de concept. D'accord, on va passer à la... Ah, t'as perdu. Donc, en gros, sur la fidélisation, c'est vraiment différent ici, hein. Il n'y a pas vraiment de notion de fidélisation, d'offre fidélité. Comme il disait, c'est vraiment le lien. Voilà, on fait confiance et dans ce cas-là, on fait du prêt, on fait crédit, mais voilà, il n'y a pas forcément des offres promotionnelles, choses comme ça. Sauf pour les fêtes. Ah, Allô? Amadou est revenu. Désolé, c'est la connexion aujourd'hui. Je vais rapidement passer. L'essentiel, c'est d'avoir le produit que le client veut. Si on ne l'a pas, il ne viendra pas. Donc, ça, c'est un gérant de magasin de vaisselle. À l'occasion du Ramadan, je casse les prix pour chouchouter les clients et gagner des bonnes actions. Voilà. Donc, la notion de fidélisation ne fait pas vraiment sens chez les boutiquiers parce qu'ils se disent qu'ils vendent des produits de première nécessité, donc ils n'ont pas besoin de fidéliser. Et les gens vivent près d'eux, donc ils vont venir forcément. Ils font du crédit et des facilités de paiement, mais ne l'associent pas à la fidélisation. Donc, même s'ils font du crédit et des facilités de paiement, selon eux, ce n'est pas vraiment dans l'optique de fidéliser. Parfois, ils vont faire des promotions parce qu'un produit n'est pas encore évacué depuis 6 mois ou 1 an et ils ne veulent pas que ça reste voilà, dans le comptoir. Donc, ils vont le vendre. Ils vont faire des promotions pour le vendre. Les supérettes font des remises à l'occasion de certaines fêtes comme le Ramadan ou voilà, d'autres occasions. Alors, on a deux Voilà. petites questions. J'ai vu que Julia commençait à répondre aux questions de le chat. Il y a deux petites questions qui restent, j'ai l'impression, en suspens, si je me trompe. Donc, pour les boutiquiers qui offrent cette solution de crédit, en fait, pour leurs consommateurs, est-ce qu'ils ont des dépôts en banque de crédit ou d'épargne pour les consommateurs, pardon, et ensuite les consommateurs dépensent sur la base de cette épargne, de cet argent qu'ils ont laissé en boutique. Est-ce que cet argent, il part en banque ou est-ce que cet argent, il est gardé au niveau de la boutique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les opérateurs de mobile money fournissent un smartphone avec leur app ou le commerçant utilise son propre smartphone? D'accord. Donc, pour la première question concernant, voilà, pour les boutiquiers qui offrent des prêts à leurs clients, donc la plupart, ils sont très réticents, d'après ce qu'ils nous ont dit, à tout ce qui est l'idée voilà, d'aller à la banque, laisser là-bas son argent. Donc, c'est un peu informel. Donc, ils vont préférer, par exemple, laisser leur argent sur leur compte mobile money. Donc, que ce soit Orange Money. Donc, ils vont souvent, dans la journée, au moins une fois par jour, aller au kiosque de mobile money pour verser là-bas de l'argent, donc les sommes que les clients vont leur donner. Et aussi, voilà, quand ils ont besoin, retirer de l'argent pour donner aux boutiquiers. Donc, c'est plus du mobile money que de la banque.
Et pour la deuxième question concernant, voilà, ici les opérateurs de mobile money fournissent des smartphones. Ici, la réponse est non, parce que la plupart vont utiliser leur propre smartphone. Donc, si c'est Wave, ils vont juste installer l'application. S'ils ont besoin d'aide, en général, ils vont au kiosque et c'est le gérant du kiosque qui va leur faire toute assistance, c'est le gérant du kiosque. Donc, voilà, il n'y a pas cette relation directe donc, entre eux et les fournisseurs de mobile money. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la slide suivante. Sur les Voilà, paiements. les paiements. Voilà. Chaque créancier a son cahier à la boutique. Le client garde également son cahier. À la fin du mois, il vient à la boutique pour faire le point. Donc, ça, c'est surtout pour ceux qui font beaucoup de prêts à la boutique. Donc, chacun, que ce soit le boutiquier ou le client, ils vont chacun avoir une traçabilité de ces transactions. Je fais toujours appel à une deuxième personne de la boutique pour un prêt. Lorsque je fais signer ce papier, il faut un témoin. Je ne veux pas me faire avoir. Donc, parfois aussi, certains n'ont pas cette confiance-là, donc ils vont essayer de trouver quelqu'un pour qu'il fasse office de témoin. Ou bien le boutiquier va demander une garantie si c'est le boutiquier qui offre un prêt. Le compte mobile money est utilisé comme moyen de paiement. Ils retirent le cash et le remettent dans la caisse de la boutique. Voilà. Donc, quand ça implique de grosses sommes qu'ils ne veulent pas garder par souci de perdre ou de se faire voler, ils vont préférer le mettre dans le compte mobile money. Certains font signer des petits contrats informels pour avoir plus de confiance et moins de problèmes pour se faire rembourser. Donc, voilà, des petits contrats signés avec un témoin et quelques garanties parfois, juste par précaution. Le système Mohamed, j'ai une d'ardoise est question. très présent. Oui, Mohamed, excuse-moi, c'est Marc, Marketing Design. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe si le cahier est perdu ou détérioré? Est-ce qu'à ce moment-là, on s'appuie sur ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas comme ça, en fait? C'est une question curieuse, hein, mais ça a dû certainement déjà se produire. C'est vrai. Ils nous ont parlé de certaines cahiers datent tellement qu'il y a, voilà, ils vont se faire abîmer, parfois même par des souris qui vont manger les feuilles. Donc, c'est évidemment, ça revient. C'est un cas qui vient. Je me rappelle, il nous disait que... Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. D'accord. Je disais que je me rappelle, on avait posé ce cas, mais en général, ça se pose surtout chez les boutiquiers, chez les supérettes, parce qu'ils écrivent d'abord sur carnet avant de rentrer sur Excel. Ou bien il y a deux personnes qui écrivent en même temps, mais chez les boutiquiers, ils ont effectivement ce problème-là. Mais quand même, ils nous disent qu'ils ont une bonne mémoire, surtout pour ceux qui n'écrivent pas. Ils nous disent qu'ils ont une bonne mémoire. Même s'ils notent quelque chose, ils savent que c'est déjà là-bas. Et j'ai le souvenir aussi que des fois, c'était noté en double, parfois en double langue, selon les personnes qui notent, non? Ouais. Mm. Certains boutiquiers ne parlent pas français forcément, donc ils notent en arabe. Donc, c'est quelque chose qu'ils nous avaient dit. Et aussi, il y a le fils qui peut parler français et qui va noter en français. Donc, Moi, on si c'est avait en aussi ça. double, mais que Merci. c'est dans le même cahier, il n'y a pas forcément ça préserve pas l'écrit, en fait, hein. C'est vrai aussi. C'est vrai. Donc, c'était un réel problème chez les boutiquiers notamment. Ok, merci pour la réponse. Oui, merci beaucoup. Le système d'ardoise est très présent, mais seulement dans les boutiques alimentaires, donc les supérettes. Les clients ont une ardoise dans leur boutique. Soit ils payent à la fin du mois, soit ils donnent une somme en début du mois et se servent petit à petit. Donc, ça permet à la famille de ne pas dépenser son argent ailleurs. Donc, ici aussi, c'est des cas de confiance où il y a un client qui revient tout le temps prendre ses provisions dans ce même supérette. Donc, ils vont avoir une ardoise. Et là, on va parler des concepts qu'on a testés lors des focus group.
Donc, on leur a présenté plusieurs concepts donc, qui sont nés de, de ce qu'on a pu avoir comme retour sur le terrain. On a donc des concepts sur la relation client, sur la gestion interne, sur le fait de devenir banquier. Donc, on peut aller à la slide suivante. Et durant ces focus group, les profils qu'on avait vus, donc on avait des détaillants ou gérants de boutiques moyennes, donc ça peut être alimentaire, multiservice, restauration, prêt-à-porter, qui gèrent leur commerce seul ou avec plusieurs employés. Et aussi des grossistes ou demi-grossistes. Voilà, on va passer au premier concept, la relation client. Voilà, donc je pense qu'on a sélectionné certaines expériences pour ne pas trop prendre du temps. Donc ici, je n'ai plus besoin de mon carnet papier car les ardoises sont sur mon téléphone et sur celui de mes clients. Donc ça, c'était une des expériences qu'on leur avait proposées. Donc au lieu de voir cette ardoise-là en papier, de la voir sur le téléphone. Et on peut passer à la slide suivante pour voir un peu les retours. Tu devrais demander à l'audience ce qu'ils pensent que les gens ont répondu à cette question avant de présenter le résultat. Alors, à votre avis, ça a été. Vous pouvez mettre dans le chat, à votre avis, les gens ont dit ah oui, trop bien, gérer les ardoises sur mon téléphone et sur celui de mes clients. À votre avis, quel a été le pourcentage de gens favorables? 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10, 5 sur 10? Je regarde ce que les gens répondent. 3 sur 10, Véronique. 6 sur 10. 8 sur 10, Anne-Marie, qui est très digitale. 4 sur 10, Marc, qui n'est pas du tout digital. Nous, clairement, c'était presque le point de départ de l'étude. Quand on avait lancé l'étude de Dakar, on pensait que vraiment que c'était le besoin qui allait les aider. Donc, on était presque à 10 sur 10. Et donc, ça, c'est le résultat. Voilà. Il y a une petite erreur désolé, sur les slides, le côté appétence, mais ce qu'on avait, c'était 4 personnes qui avaient donné des avis positifs. Donc, 7 personnes qui disaient être neutres et négatif, c'était 0. Bon, de manière générale, quand ils notent, ils sont un tout petit peu gentils parfois. Voilà. Quand il s'agit de noter, donc c'est quelque chose qu'on a, un petit challenge qu'on a souvent quand il s'agit d'employer cette méthode. Mais quand même, ici, voilà, on avait certains qui disaient positif, d'autres qui disaient mitigé. Donc, et ce qu'on a vu ici, ils disent que l'expérience est, bon, avec le cheminement de l'expérience 1, l'expérience 1, on ne l'a pas présentée ici, mais c'était la signature digitale. Donc, ils aimaient avoir ce carnet digital parce que, voilà, cette ardoise digitale, parce qu'ils pouvaient aussi entrer eux-mêmes leur signature et le client va entrer sa signature. Et ça simplifie aussi le recouvrement. Et un commerçant qui avait déjà, par exemple, ses tableaux Excel pré-remplis, pour que les commerçants non lettrés puissent avoir de la visibilité sur leur activité. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas utiliser Excel peut utiliser cet outil à la place, par exemple. Et les grossistes qui ne voient pas les clients tous les jours trouvent que le bon de livraison va remplir cette fonction. Donc, ils n'ont pas besoin de cet outil. Donc, c'est eux qui étaient un peu plutôt mitigés quand il s'agit de cette utilisation-là. Mais les boutiquiers étaient plutôt pour. Et ce qu'ils veulent, ils disaient de pouvoir combiner cette expérience à celle de la signature digitale, améliorer l'usage pour la rendre facile à utiliser et ne pas faire perdre du temps aux commerçants, associer donc l'expérience avec celui d'un reçu digital ou par SMS, et aussi une crainte qu'ils ont dit, c'est pour les non-lettrés, comment est-ce qu'ils vont faire, qui ne sont pas aussi digitalisés. Voilà pour cette expérience. Donc, les commerçants disaient pouvoir être payés par Orange Money. Ils veulent avoir des reçus électroniques. Ils veulent pouvoir faire face
pouvoir faire des reconnaissances de dettes signées par empreinte digitale, ils veulent avoir une ardoise digitale pour leurs clients. Et les supérettes, d'un autre côté, veulent mettre en place l'authentification par empreinte, avoir des reçus électroniques et pouvoir faire des prêts signés par empreinte. Voilà. Donc, le concept de banquier, oui, on peut passer pour lire c'était quoi. La proposition ici, c'était lorsqu'un de mes clients me demande une avance, une personne que nous connaissons donc, va se porter garant. Donc, ici aussi, c'est un autre concept qu'on leur a proposé pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est un peu le tiers de confiance. Le tiers de confiance, effectivement. Ah, là, il y a de l'opposition. Voilà, là, on a exactement le même nombre de positifs, neutres et négatifs. Donc, réaction assez mitigée. Une partie pense que c'est logique vu qu'ils le font déjà. Et une autre partie estime qu'avoir affaire à un intermédiaire, c'est se compliquer un peu la vie. Parce que, voilà, si tu fais confiance au client, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc, et ça peut même être perçu comme un manque de confiance parfois. Donc, ça peut même être perçu comme négatif. Et certains disent que ça n'a pas de valeur parce que de toute façon, ils ne vont prêter qu'à quelqu'un qui va lui apporter de la valeur, quelqu'un à qui il a déjà confiance. Donc, pas de question qu'il prête à un client aléatoire comme ça, quelconque. Ils prennent des garanties comme la pièce d'identifié qui n'est pas souvent fiable, des bijoux selon la somme empruntée ou d'autres sommes qui vont un peu servir de garant. Donc ici, ce n'est pas la personne, mais c'est un bien que la personne doit donner comme garantie. Les garanties peuvent être diverses. Parfois, c'est matériel, parfois, c'est verbal, comme un témoin. Tout dépend de l'expérience que le commerçant a avec le client. Donc, c'était un peu ça, un peu la conclusion. Donc, et ici, ce qu'ils veulent, ils disent qu'ils veulent avoir une caution à chaque fois. Et si le garant ne rembourse pas, que se passe-t-il? Donc, ça, c'est aussi une question qu'ils se posaient. Donc, quand il n'y a pas de garant, voilà. Si le garant ne rembourse pas, pardon, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une assurance qui va couvrir? Voilà. Et ici, donc, ce qu'on avait noté comme volonté, c'était d'avoir un registre des prêts et avances qui sont faites, avoir des alertes sur les retards de paiement, pouvoir consulter cette liste. Et le prochain, c'est la relation de confiance. Ici, donc le concept, c'était... Donc, l'expérience qu'on leur a proposée, c'est je peux noter mes clients et m'entourer de clients honnêtes et savoir à qui faire des avances. Donc, les clients peuvent aussi noter les commerçants. Donc, voilà, les commerçants notent les clients et les clients aussi peuvent noter les commerçants. Donc, c'était un peu ce qu'on voulait tester ici. Comme sur On va Airbnb. voir les résultats. Donc, c'était plutôt négatif de ce côté-ci. Donc, ils trouvent peu pertinent le fait de noter les clients. Ils ne perçoivent pas de réelle valeur ajoutée. Si ce système est à grande échelle, peu de chances que les notes soient objectives pour leur zone. Donc, ils pensent que la compétition entre les commerces ne permettrait pas à de telles fonctionnalités de fonctionner. C'est mal vu dans la société. Donc, ils veulent garder cette notion de solidarité. Donc, quand tu notes de manière négative, c'est un peu mal vu. Donc, ça pourrait être une source de tension culturelle. Donc, noter des clients n'est pas fiable car le client peut être réglo avec un commerçant et ne pas l'être avec un autre commerçant. Donc, il disait que, voilà, le client à qui tu prêtes de l'argent va te noter forcément plus favorablement que celui à qui tu refuses de faire des prêts. Donc, le pouvoir de choix. Actuellement, les petits commerçants, est-ce qu'ils sont localisés sur Google Maps et est-ce qu'il y a une note qui leur est associée? Puisque ça, c'est vraiment un usage qui s'est beaucoup développé ici.
Oui, les petits, notamment les boutiquiers, ils ne sont pas assez digitalisés pour en être là. Mais les supérettes, quand même, certains avaient, voilà, certains, c'est pas eux-mêmes qui l'ont fait. Généralement, ils ont une autre personne qui gère un peu tout ça, donc qui leur permet qui va leur aider à, voilà, mettre leur business sur Google et Ok. aussi faire, voilà, ces opérations. Google a fait Mais la plupart, un ils n'étaient programme pour les pas. petites entreprises en Afrique avec un outil qui en ligne qui permet de se diagnostiquer sur le niveau de présence qu'on a sur les outils Google, dont Google Maps. D'accord, d'accord. Ici, c'était peu. On avait vu peu de gens qui nous disaient qu'ils D'accord. ont ce cas-là. Mais au niveau de l'intérêt, c'était beaucoup plus enfin, ils déclaraient un intérêt beaucoup plus important pour que leur propre commerce soit noté et en effet un rejet pour noter les clients. C'est ça, hein? C'est Mmh. effectivement ça. Ils trouvaient que c'était plus pertinent que le client le note eux-mêmes parce que ça pourrait, s'ils ont plus de notes positives, ça pourrait peut-être leur apporter plus d'autres clients. Voilà. Donc, système de notation via les réseaux sociaux, notation via une app sur Orange Money, pouvoir noter le magasin après avoir payé par Orange Money ou par code marchand. Euh, les supérettes, système de notation via les réseaux sociaux aussi et par Internet, et système de notation interprofession. Donc, ici, il se disait que, par exemple, si quelqu'un a besoin de quelqu'un qui vend des produits alimentaires, par exemple, euh, le fait d'avoir des notes pour une, voilà, supérette, par exemple, n'importe qui a besoin de produits alimentaires pourrait se dire que, donc, c'est cette boutique qui a la meilleure notation, donc je vais m'approvisionner sur cette boutique. Et pour tout ce qui est gestion interne, ici, c'était d'avoir un outil qui me permet de gérer mes historiques, la traçabilité, toutes mes opérations, et elles sont centralisées. Donc, ici, c'est comme un tableau de bord. On va voir un peu Voilà, ça, c'est un peu une vue de ce qu'on leur a montré. Donc, ils pouvaient voir plusieurs chiffres, par exemple l'inventaire, les ventes du jour, les différents produits qu'ils ont en stock, etc. Mhm. Ah, Ici, donc là, c'était ça leur plaît, ça. ça leur plaît, effectivement. Ça leur plaît. Ils pensent que cet outil est nécessaire pour avoir une visibilité sur leur activité et s'assurer de la rentabilité. L'outil doit être le plus automatique possible aussi pour qu'il ne passe pas beaucoup de temps. Donc, ça, c'est le problème de rentrer les inventaires, c'est un problème qui fait que, par exemple, les gens qui savent utiliser Excel parfois, disons qu'ils n'ont pas assez de temps pour s'asseoir, pour remplir des données. Donc, les gros commerces utilisent déjà Sari, mais voilà, il manque l'expérience côté fournisseur. Donc, l'expérience client est déjà là, mais l'expérience fournisseur n'est pas encore couverte par Sari. Ils veulent un outil d'inventaire complet avec visibilité sur les entrées et sorties. Ils veulent une vision sur le bilan annuel de l'activité. Ils veulent recevoir des notifications quand un produit va être en rupture ou qu'il n'en reste pas beaucoup. Ils veulent un dashboard fournisseur qui permette de passer des commandes des produits en rupture et aussi une version mobile pour avoir une visibilité partout. Donc là, le dashboard fournisseur, ça rejoint tout à fait les startups qui proposent une place de marché fournisseur aux petits commerçants dont j'ai parlé en intro du talk. Exactement, effectivement. On peut passer à la slide suivante. Donc, ici, les boutiquiers disaient qu'ils veulent un inventaire bilan annuel pour Orange Money, peut-être même calculer les frais de l'année, alerte rupture de stock, avoir les reçus digitaux, pouvoir recommander directement la même chose, message de relance pour les créances aux clients,
le drive piéton pour les courses. Et côté supérette, les besoins, c'était logiciel d'inventaire bilan annuel aussi, utilisation des codes barres pour juger la qualité de stock, produits à acheter uniquement avec les fournisseurs, alerte de rupture de stock, utiliser les factures émises pour commander, messages de relance et liens pour acheter ou payer par Orange Money. Maintenant, les retours par type de commerçant. Pour les boutiques, les commerçants, on avait l'expérience 1, les avances que je fais à mes clients sont validées par nos 2 signatures électroniques. Donc ça, c'est un peu un résumé. Et pour l'expérience 2, le garant, c'est que je n'ai plus besoin de mon carnet papier car les ardoises sont sur mon téléphone et sur celui de mes clients. Et pour le dashboard, c'était avoir un seul numéro de téléphone. Et dans ce numéro de téléphone, ils peuvent avoir 2 wallets, un pro et un perso. Tout ça, c'est en effet proposé par les startups dont tu parlais, un Chari qui a racheté récemment une entreprise qui proposait son carnet de crédit, Carni. Donc maintenant, voilà, tout ça, l'expérience 2 est intégrée. L'expérience 1, la signature électronique, c'est pas forcément, c'est peut-être induit, mais l'expérience 2 est maintenant de plus en plus intégrée dans des offres plus globales, quoi. D'accord. Et d'un autre côté, on avait les grossistes. Donc, voilà, les expériences qui leur concernaient. Voilà, l'expérience 7, il disait, l'expérience 7, c'était les notations. Il disait qu'ils veulent aussi que les clients puissent noter les commerçants. On avait aussi l'expérience 9. J'ai un outil qui me permet de gérer mes historiques, la traçabilité, toutes mes opérations, et elles sont centralisées. Et enfin, l'expérience 10, mon téléphone me permet d'envoyer automatiquement les échéances à mes clients chaque fin de mois via des relances automatiques. Alors ça, la startup avec laquelle on parlait ce matin, la Proxalis, a un rappel des factures à régler par les consommateurs avec un envoi de SMS. Et c'est là où on voit que ces startups sont importantes pour Orange Money parce que dans le lien de règlement de la facture par SMS, ils mettent un lien paiement via tel opérateur mobile money. Donc on voit qu'ils sont prescripteurs en fait du mode de paiement. Et bien sûr, c'est mieux si dans le SMS de rappel de paiement, ils mettent un lien paiement via Orange Money et pas un autre acteur. Effectivement. Ils ne vont pas mettre 3 liens. Et maintenant, on va passer un peu aux différentes fonctionnalités qu'ils nous ont dit. On les a un peu classées ici en termes de faisabilité et de légitimité pour Orange. Est-ce que ça rentre dans le domaine de ce que Orange fait? Donc, on va commencer par ceux qu'on avait écartés. Donc, c'est l'utilisation des codes barres pour juger la qualité des stocks produits, utiliser les factures émises pour recommander, messages de relance pour les créances, inventaire, bilan annuel, alerte rupture, avec les reçus digitaux recommandés directement la même chose, le drive piéton. Donc, on avait écarté ceci parce que ce n'était pas faisable et ce n'était pas du domaine de Orange. Ce qui était faisable, qu'on a aussi écarté notation via une map sur Orange Money et système de notation sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on avait gardé comme retour qu'on peut implémenter, avoir une ardoise digitale pour ses clients, avoir des ressources électroniques, permettre la reconnaissance d'empreintes, pouvoir faire des prêts signés par empreinte, avoir des alertes sur les retards de paiement, relance automatique des créanciers via un lien Orange Money, avoir un registre des prêts et avances, pouvoir consulter cette liste. Aussi, le wallet pro perso, le fait de pouvoir taguer sur le dashboard différents types de transactions et le fait d'avoir des flyers. Bah, tu vois, tout ce que tu as écrit là, c'est pas forcément Orange qui
qui le fait, mais ça recoupe bien pas mal de fonctionnalités que proposent ces startups qui digitalisent les petits commerçants en Afrique et qui ont fait l'objet de l'étude qu'on a menée avec Céline il y a quelques semaines. Et Effectivement. alors Céline a mentionné Chari qui vient du Maroc, mais sans ça, la plupart des startups qu'on a vues, elles sont encore plutôt du Nigeria, du Kenya, Il du y avait aussi, Ghana. ouais, Et c'est le bon moment pour Orange de s'associer avec ces startups sur la zone Afrique de l'Ouest. c'est le moment, hein. Et je sais pas, Mohamed, est-ce que tu as à nouveau entendu parler de Weebee? Parce que Weebee, ils étaient arrivés il y a une petite dizaine d'années, ils sont repartis. Leur offre de base, c'était un carnet de crédit, puis ils sont repartis parce que ça marchait pas. Et ils sont revenus là, apparemment à Dakar, il y a 1 an, il y a 6 mois. Est-ce que toi, tu l'as vu récemment dans la vraie vie? Non, Allô? j'ai Non? pas vu D'accord. récemment. OK, parce que justement, ils Ouais, c'est la proposent première Ardoise fois que j'en Digital, entends un parler. système d'inventaire facilité aussi pour faciliter la gestion Euh, de tous les jours, quoi. OK. Et puis Alors c'était François particulièrement demande si tu as Dakar. le même classement, non pas par légitimité et faisabilité, mais peut-être plutôt par légitimité et niveau d'attente des petits commerçants. Là, je D'accord. pense qu'ils ont placé seulement ceux qui ont un niveau d'attente suffisant, en fait. Ceux qui n'ont pas niveau d'attente suffisant, ils les ont pas mis. Il n'y a pas un groupe qui se détache particulièrement? Vous avez perçu que les niveaux d'attente étaient à peu près homogènes sous tous ces angles? De mémoire, oui. Et puis il y avait tout le bloc gris qui faisait sens, en fait. Parce que franchement, l'histoire de la légitimité et de la faisabilité, je ne suis pas sûr qu'elle se pose à mort dans notre contexte, dans le Alors nous, sens où ouais, on était contexte Orange Innovation pour produire, en fait, c'est pour ça. Ouais. ouais, mais en fait, je pense qu'il y a à peu près rien de tout ça qui, si jamais on s'y intéressait, ferait l'objet d'une production d'Orange Innovation. Ce serait forcément du bail, enfin, a priori, quoi. Bah, à On n'est pas l'origine, il y avait... éditeur de logiciels Ouais. pour les petits commerçants. Après, on peut imaginer des exceptions, hein, c'est pas une règle, mais a priori, comme ça, on se dit, et d'ailleurs, c'est un peu l'objet d'un travail en cours, hein, d'identifier quelles sont les entreprises qui pourraient être les fournisseurs de ces services-là. Et quant à la légitimité d'Orange, moi, je me la pose, cette question-là, sous l'angle, nous avons une relation digitale, nous avons une relation commerciale, pardon, avec les petits commerçants. Nous leur fournissons un outil de paiement digital via Orange Money. Quelles sont les solutions digitales de facilitation de leur activité marchande qu'on pourrait agrégé à Orange Money. Et donc la question de la légitimité est un peu évacuée d'une certaine façon, quoi, parce que on C'est n'a pas plus une tellement besoin d'être question, légitime pour apporter une solution d'un tiers, voilà, c'est ça que je veux dire. c'est ça. À mon avis, c'est plus la question de la légitimité qui se pose, c'est la question de l'attention du petit commerçant. Est-ce que, il va prêter attention à l'app Orange Money parce qu'il s'en sert pour encaisser, par exemple? Et on peut augmenter cette attention en lui permettant de passer ses commandes directement avec ses fournisseurs via un partenaire place de marché intégré dans l'app Orange Money. C'est exactement ce qu'on a discuté ce matin. Ou alors, est-ce que ces fournisseurs de places de marché vont attirer l'attention du petit commerçant et c'est eux qui vont être le premier réflexe du petit commerçant parce qu'ils vont offrir plein d'outils de gestion d'activité, etc. Et dedans, perdu, il y aura le moyen de paiement qui sera Orange Money ou pas. Bah, évidemment, en présentant ces deux axes, vous voyez tout de suite que je suis un tout petit peu biaisé et que je préfère le premier. Alors, on a une question de Tidiane. Oui, allez, Nico. Salut. Vas-y, vas-y. Alors oui, ok, vas-y. Alors oui, bonsoir. On t'écoute. Tidiane Barry de Orange Money Guinée-Conakry. J'ai un peu suivi le document, le parcours de... C'est un bon document.
Mais moi, en résumé, si je prends le document dans son contexte, c'est la faiblesse d'utilisation des petits marchands. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mettre un code marchand, cela signifie qu'on est digital? Est-ce que... Voilà, désolé. Est-ce On n'a qu'aujourd'hui, pas cela entendu signifie de mettre... vraiment la question, en fait. Si tu peux la répéter. Bon, je pose une question et une remarque en même temps et peut-être une piste de solution en même temps que j'englobe, quoi. Si je suis un peu le document et les remontées et les verbatims de certaines personnes interrogées, ils ont des soucis de, comment je peux dire ça, la gestion des stocks, la traçabilité des opérations, la comptabilité, la coordination entre le gérant, le frère, le propriétaire, tout cela. Mais je n'ai pas entendu parler ici de l'État, parce que nous savons qu'en Afrique, si je prends la Guinée ou le Sénégal, il y a la contribution, il y a l'État, il y a la gestion fiscale locale qui est gérée par l'administration locale, qui n'est pas aujourd'hui, qui est fixée de façon d'un montant forfaitaire, et c'est un manque d'argent pour l'État qui n'arrive pas à collecter totalement les impôts ou bien les patentes fixées au niveau de ces petits commerçants, de ces petits commerces dans les quartiers, dans les agglomérations, tout cela. Parce que l'État ne maîtrise pas en quelque sorte les vendeurs, l'État ne sait pas qui fait quoi, quel est le stock écoulé sur une période, quel est le stock reçu, tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas utile ou bien il n'est pas nécessaire de penser à un écosystème, développer un écosystème où l'État a une vue sur une solution qui permet d'encaisser et de gérer des stocks, où l'État va avoir la traçabilité de ce qui est vendu pour fixer de façon juste ce que quelqu'un doit payer en termes de patente dans sa boutique? Je crois que la première question, l'étude y répond, hein. C'est ressorti comme quelque chose de pertinent, notamment pour la catégorie des grossistes. Pour la deuxième partie, je ne crois pas que ça ait vraiment été proposé aux petits commerçants. Mais peut-être tu peux compléter. Parce que ici, nous sommes en train d'expérimenter une solution pour toucher les petits commerces. Ce qu'on fait, on recrute nous avons un peu étudié le comportement des petits commerces. Souvent, ils prennent des stocks à crédit avec les grossistes, les importateurs de produits alimentaires, la grande distribution. Donc, ils prennent à crédit, ils revendent et puis c'est en semaine ou bien quand le livreur ou bien le commercial passe, il fait le recouvrement, il récupère son argent en cash. Donc, quand nous rencontrons, comme on n'arrive pas à les faire signer sur le marchand, on profite, on présente la solution marchande avec l'autre interface, le Global Reporting, où tu vois le solde des détaillants. On lui dit, écoute, nous avons la possibilité aujourd'hui de te donner la possibilité de superviser le stock de tes détaillants. C'est ce qu'ils vendent. Ils disent comment? On leur montre un Global Reporting, on dit ce qu'il faut faire. Soit tu mets des codes marchands, des sous-comptes au niveau de ces vendeurs, de ces vendeurs. Le responsable commercial de la zone ou bien de la distribution ou de recouvrement peut anticiper le recouvrement. Il peut demander à un détaillant d'un quartier, écoute monsieur, tu as Excuse-moi, récemment. je vais t'interrompre parce qu'en fait, on a fini le timing du talk là. Et je pense que ce dont tu parles, c'est un peu à côté, c'est-à-dire c'est de la relation entre différents niveaux de distribution, entre des grossistes et des détaillants. Là, nous, on s'est surtout intéressé aux petits commerçants qu'ils ont appelés grossistes ou qu'ils ont appelés boutiquiers, mais qui vendent à des consommateurs finaux. Oui, effectivement. Voilà, C'est ce désolé que de je te dis t'interrompre, là. hein, non, mais on a terminé la réunion, c'est pour ça que on pourra en ok, reparler en ok. dehors si tu veux, mais ça se termine à 16h et il est 16h06 et voilà. Ah, désolé. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture la réunion et qu'on remercie nos intervenants de Yux? Est-ce que, Mohamedou, on était bien sur le dernier slide? Oui, c'est ça, voilà. Après, il y avait merci. Oui, Donc, c'est le dernier slide. est-ce que tu Merci pourras beaucoup, hein. regarder? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Et est-ce que tu pourras regarder par rapport à la question de François si tu as
moyen d'avoir à peu près le même slide avec ses fonctionnalités là, mais plus classé par niveau d'attente de la cible des petits commerçants. D'accord. C'est finalement le résumé des propositions que tu as présentées en reprenant les scorings qui retracent leur niveau d'attente, ça serait super. D'accord, d'accord. On peut ajouter cette slide, effectivement. Bon, et ben écoute, merci beaucoup. Tidiane, encore désolé d'avoir dû t'interrompre, mais on peut reprendre contact en dehors du call si tu le souhaites, ou si tu souhaites échanger avec Hughes, leurs coordonnées sont sur les minutes qu'on fait sur le Plaza aussi. Ok, ça marche. Merci à tous et donc à mercredi prochain. D'ici là, bonne semaine et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.